Henri Spectacle. Culture, potin, showbiz. Et tu veux revenir sur le décès de Mme Antonine Maillet. Ça a été une nouvelle marquante hier quand on a appris qu'elle est décédée à l'âge de 95 ans dans la nuit du 17 février. Celle qui est une pionnière pour la culture acadienne. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Oui, pour ses romans, ses contes, son personnage, bien sûr, de la Sagouine. Mais est-ce que les jeunes, que je me suis posé la question hier soir, tu sais, moi, c'est un personnage, mais tu sais, on l'a vu à la télé. Est-ce que les moins de 30 ans connaissent la Sagouine ou la connaissent tout court, savent même pas aujourd'hui de quoi on parle? Malheureusement, je te dirais que non. J'en ai parlé à certaines qui ont moins de 30 ans qui ne connaissaient pas Mme Maillet. Donc, ni la Sagouine. Ni la Sagouine. Ça disait pas grand-chose. J'ai fait un petit test autour de moi hier. Puis quand je disais, mon Dieu, mais c'est épouvantable cette nouvelle-là, je trouve ça triste. Autour de moi, non, je l'ai pas entendu. Puis j'ai parlé avec Edith Butler qui l'a côtoyée pendant des années. Ça a été sa professeure au début quand elle avait 15, 16, 17 ans. Puis par la suite, elle a joué dans ses pièces, son suivi. Pour elle dit c'est une maître de vie. Puis elle parle à quel point elle a été précieuse pour elle dans sa vie. C'est vraiment, vraiment précieux d'avoir une femme comme ça qui a pu vraiment exprimer notre façon de penser, notre façon de vouloir vivre, notre volonté de vivre, notre volonté de passer à travers n'importe quelle difficulté. Elle a été comme un phare en avant qui nous a guidés tout le temps. Maintenant, c'est à nous. Un phare. Mais c'est toujours... parce que je reviens à mes jeunes qui la connaissent pas, puis c'est à la fois triste, parce qu'on dit qu'on voudrait qu'elle soit connue de son vivant, mais les décès ont quand même cet effet-là. Là, oui. Puis je veux pas... Mais les décès ont quand même... c'est que des personnes deviennent plus grandes que nature une fois décédées. C'est fou, mais c'est ça. Puis que c'est le moment, dans certains cas, où, tu sais... On fait les médias, puis on fait le retour sur leur carrière. Puis en fin de semaine, il y aura peut-être des cahiers spéciaux. Puis c'est là qu'une génération le découvre, là, parce que là, elle décède à 95 ans avec sa période active de sa vie. Là, ça fait quelques années que la période la plus active, la plus prolifique est passée. Complètement. Puis moi, ce que je retiens, surtout parce qu'on en a perdu plusieurs grands depuis le début de l'année 2025, c'est l'unicité. Je pense aussi à Julien Poulin qui représentait le slang québécois. Il y avait des messages dans tout ce qu'il faisait d'Elvis Gratton, même si c'était l'humour qui était le moteur. Je pense à Kim Yaroshevskaya aussi. On parlait, elle m'a donné le goût de la lecture avec un beau conte à sa manière. Il y en a qui l'ont connu avec Passepartout. Puis à chaque fois, quand on pense à ces grands-là, on pense à l'unicité. Puis je trouve qu'en 2025, des fois, on a tendance à l'oublier. On dirait qu'on est un peu dans l'aseptisation de la patente. Tu sais, je regarde juste même les looks vestimentaires où maintenant tout le monde porte des souliers blancs, tout le monde a des jeans avec un chandail beige puis des lèvres pulpeuses. Tu sais, il y a quelque chose dans la façon de consommer aujourd'hui. Est-ce que c'est pour se conforter? Est-ce que c'est de l'insécurité? Mais je trouve que quand on regarde ces grands-là, c'est important de se rappeler l'unicité. Il y avait leur personnalité, leur couleur. On est beaucoup dans la nostalgie aussi. C'est correct, la nostalgie. Parfois, ça permet justement de passer le legs de la culture. Par contre, le danger, je trouve, de la nostalgie, c'est de cesser de créer. Puis ça, je trouve que ces grands-là nous permettent de nous rappeler ça. Puis, parce qu'elle a tout créé, là, un personnage qui allait raconter l'Acadie à sa façon. Dans l'adversité, là, je veux dire, il n'y avait pas de moyens, parce qu'on parle souvent des budgets en culture, mais il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de feu d'artifice puis de showbiz autour de ça. Là. Elle a écrit vraiment une réalité des gens locaux, mais c'est des thématiques universelles. Ça partait d'un petit... Ça a percé parce que c'était bien écrit puis ça touchait le cœur des gens. Oui. Une nouvelle série documentaire, un nouveau documentaire sur les coulisses de la pandémie. Ça va sortir le 24 février, le printemps le plus long. Il y a eu un essai qui avait été sorti par Alec Castonguay, puis Éric Bruno l'a rencontré à un moment donné sur un plateau de télé, puis il s'est dit, oh boy, il faut vraiment faire quelque chose avec ça. Des choses dont on ne sait pas, où les télécommunications ont failli lâcher, où il y avait une guerre entre les 180 pays pour avoir de l'approvisionnement, des choses qu'on n'a pas vues en coulisses. C'était une guerre à l'approvisionnement de produits de protection. 500 millions pour essayer de trouver des masques. Tout le monde avait un chum en Chine. Ils disaient, c'était un contact en Chine. C'est épouvantable. Quand ça pète, ça blaste. Il y a eu une menace à un moment donné sur les télécommunications. Ça n'a pas de bon sens qui s'en vient. Là, à ce moment-là, on a pogné 2 minutes. Bon, comment est-ce qu'on fait pour trouver un acheteur au gouvernement? Il n'y a rien qui doit nous étonner lorsqu'il s'agit de parler de criminalité. Tout le monde s'est fait escroquer tout le long de la chaîne. Ouais.
de la fraude. Il y a plusieurs menaces, des sujets qu'on n'a pas nécessairement abordés. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. C'est 3 épisodes qui seront disponibles sur tout.tv avec Éric Bruno, qui, je trouve, en tout cas dans les extraits que j'ai vus, faisait un bon travail. Quelque chose comme animateur, je le trouvais, parce que souvent, on dit un acteur animateur, je le trouvais très réceptif dans les réponses, mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire jaser dans les chaumières. Alexandre continue à suivre comment on se relève de la tempête. Ouais, 72 cm de neige en 4 jours. On n'a pas vu ça depuis 127 ans. On va aller voir sur le terrain avec notre collègue Anne-Sophie Jobin comment ça se passe, parce que il y a toute la question aussi. On a gardé certains établissements, certaines écoles ouvertes aujourd'hui, alors qu'en périphérie de Montréal, on a préféré fermer. Anne-Sophie, t'es dans quel secteur? Ça a l'air de quoi? On est sur le plateau Mont-Royal. On est venu voir ça ressemblait à quoi, parce que quand il y a tempête ici, sur le plateau, c'est difficile pour les voitures. Et justement, on est arrivé sur l'avenue du Lutte et quelques minutes plus tard, on a trouvé 2 voitures complètement coincées dans une ruelle. Il y a même des policiers qui ont intervenu parce que ça bloque complètement ces 2 ruelles-là sur le plateau Mont-Royal. Donc, c'est ça qu'on voit un peu. La circulation sur les axes principaux, ça se passe bien parce que, bon, les charrues ont passé, les déneigeuses aussi depuis déjà 2 jours. Mais vraiment, les petites rues résidentielles, il y a beaucoup de neige accumulée. Imaginez les ruelles, plusieurs voitures qui restent coincées, surtout si on n'a pas de 4x4, hein, c'est assez difficile. Et il y a du ralentissement quand même. Sur Sherbrooke, par exemple, ce matin, il y avait des déneigeuses, alors c'est un peu difficile de passer. Et il fait froid, très, très froid ce matin. Donc, la neige, elle devient de plus en plus dure, disons. Pour les gens qui pèsent là, depuis 2 jours, la tâche est encore plus difficile. Et il y a des déchets un peu partout, parce qu'on le disait hier, l'opération de la collecte des déchets, finalement, a été annulée. Mais il y a déjà des gens qui avaient déposé leurs déchets. C'est ça. Ils ont pris leur décision un petit peu tard, Anne-Sophie. Ils ont pris leur décision alors que l'ensemble des gens qui étaient partis travailler ou autres avaient déjà sorti leurs ordures, là. Vérifier, c'est ça. Quand, par exemple, on doit mettre nos déchets le lundi matin, ce qui est recommandé sur le site de la ville, c'est de les déposer le soir même ou le matin très tôt. Alors, il y a des gens, le soir avant, en fait. Donc, il y a des gens qui avaient déjà mis leurs déchets à la rue. Mais j'ai vu là des matelas, par exemple, des gens peut-être qui déménageaient, qui ont mis bien des encombrants sur la rue. Ça risque d'être compliqué pour les déneigeurs sur les trottoirs, par exemple. Mais Montréal, ça se passe assez bien. Ce matin, j'étais sur la Rive-Sud parce qu'il y a l'autoroute 15 ans qui est fermée, l'autoroute 15 Sud entre le boulevard Matt et Brossard. Et vraiment, ils vendent très fort là-bas. Il y a encore beaucoup de poudreries dans le bassin de la Prairie, alors c'est compliqué. Et il y a le REM, bien évidemment, encore problématique. Il y a des ralentissements depuis ce matin là parce que c'est très venteux. Et des centres de services scolaires vérifiés parce que sur la Rive-Sud, il y en a plusieurs qui sont fermés justement parce qu'il y a des routes de fermées. Alors voilà, mais vraiment, Montréal, ce qui retient l'attention encore ce matin, là, c'est qu'il y a énormément de bancs de neige et des gens qui essaient de sortir leur voiture. Ouais, liste complète des établissements fermés sur le tvanouvelle.ca d'ailleurs. Hey, merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. Salut, là. Et il y a Roger qui nous écrit, je sais pas si Roger est dans le domaine de la mécanique ou des garages, mais lui semble inquiet. Il disait il y a des véhicules dans les rues qui ont été stationnés mercredi. Ils ont été garés mercredi. Depuis ce temps-là, il y a eu la tempête de jeudi. Donc, il dit certains véhicules n'ont pas roulé depuis jeudi. Lui craint que les batteries soient à plat. Les véhicules ont été au froid, n'ont pas bougé, ont été dehors, ensevelis dans la neige. Alors, il a l'impression que le CA pourrait avoir... ceux qui ont une batterie neuve en très bon état, ça devrait aller. Mais que certains, ça pourrait avoir la batterie à plat quand ils vont vouloir redémarrer tout ça. Et puis, dans quel état tu vas retrouver aussi ton véhicule en dessous d'une espèce de banc de neige? Personnellement... Je l'aurais déneigé avant, mais ça, c'est moi, là. Ouais. Mais la ville fait attention à mes affaires. Ouais, mais tu sais, déneiger au moins ton toit, là, tu sais. Ce serait pas mon camion. Moi, je sais que j'aurais pas enduré ça non plus. Je suis comme toi. La ministre Geneviève Guilbeault a écouté Benoît Dutrisac. Et convoque les dirigeants du REM. Donc, ça va se faire cet après-midi à 13h. Une rencontre virtuelle. D'ailleurs, mise à jour là, concernant le REM, parce qu'on en parlait un peu plus tôt ce matin, là, toujours des problèmes d'aiguillage qui causent un ralentissement du service. Au plus fort, ce matin, on était à peu près à une fréquence de 40 minutes là, pour les trains. On est revenu à peu près à 22 minutes. Alors là, au moins, la ministre des Transports... 22 minutes, le porte-parole nous expliquait un peu plus tôt que ça veut dire qu'il y a 2 trains total. Les autres trains sont pognés dans le garage, on peut plus les sortir. Fait qu'on roule à 2 trains. C'est pas beaucoup. Là. C'est pas l'esprit, là. Non, c'est pas optimal. Alors, les dirigeants vont devoir s'expliquer auprès de la ministre des Transports et non seulement envoyer là, un porte-parole en entrevue avec dans des tournées médias. Mais ce qu'on n'a pas, c'est les chiffres sur combien ils ont perdu de clientèle. Prenons hier, là. T'écoutais la télé, là, tu voyais les gens en file au froid, au vent, qui se les gelait solides, là, à attendre un autobus. T'es supposé prendre un train qui est rapide. T'attends un autobus. T'attends un autobus, puis
Et là, c'est comme ça, c'est une publicité pour pas prendre le REM. À mon avis, il y a bien des clients, des habitués du REM qui vont le délaisser, mais tout court, qui vont dire, regarde, je reviendrai peut-être l'année prochaine quand ça sera fiable, mais je compte plus là-dessus. Là. Puis ceux qui voulaient peut-être le prendre ou songeaient le prendre, elle oublie ça. On parle de dommages réputationnels, là, ce genre de manchette-là. Puis c'est à répétition. Là. Dans le cas d'un transport en commun, je veux dire, le numéro 1, c'est la fiabilité. Après ça, tu as le confort et toutes sortes d'autres critères. Mais si c'est pas fiable, si t'es pas sûr de te rendre du point A au point B à tous les jours, là, c'est foutu. Une autre ministre, et plutôt jeune là, d'ailleurs, du Parti libéral du Canada, qui ne se représente pas. La ministre Pascale Saint-Onge. Et c'est Radio-Canada qui avait rapporté cette information-là initialement. Alors, elle souhaite consacrer davantage de temps à sa famille, elle qui est nouvellement maman. Ouais. C'est quand même un départ important parce qu'il y a plusieurs, notamment autres ministres importants du gouvernement Trudeau qui ont annoncé leur départ ou qui sont même déjà partis. Alors, la liste s'allonge et le nouveau nom en liste, c'est Pascale Saint-Onge. Et on aura une finale Canada-États-Unis à la confrontation des 4 nations. C'est le scénario de rêve. Hein? Jeudi, donc, cette grande finale-là, c'est l'issue donc de 2 matchs qui ont eu lieu hier. D'abord, celui du Canada, c'était vraiment l'enjeu. L'enjeu, il était là parce que les États-Unis étaient assurés de se rendre en finale, mais le Canada avait besoin de gagner en temps réglementaire. Ça allait bien aux affaires. C'était 4-0 pour le Canada après 2 périodes. Là, tu te dis, c'est parfait, on s'en va en finale. Attention, là. La Finlande a marqué 3 buts sans réplique. Et en 6 minutes. Oui, et là c'était 4-3. La Finlande retire son gardien. La pression était sur les Canadiens lorsque capitaine Canada, Sidney Crosby, a pris les choses en main, complétant donc dans un filet désert, assurant la victoire pour les Canadiens. Et dans l'autre match, c'est un match en soirée, c'est la Suède qui a vaincu les États-Unis. Ils voulaient un peu sauver l'honneur, mais ce qui retient l'attention de ce match-là, c'est Brady Tkachuk qui a retraité au vestiaire après avoir chuté et entré en contact avec le gardien suédois. Et est-ce qu'il sera en mesure de disputer le match de jeudi? Il faut comprendre aussi que son frère Matthew Tkachuk et Austin Matthews ont pas joué hier. Les 2 sont incommodés par une blessure et on s'entend que les 3 sont des éléments hyper importants de la formation américaine. Samuel Montembeault, visiblement, aura raté sa semaine de vacances parce que c'est une semaine de vacances pour tous les joueurs qui sont pas dans l'élite. Lui, on va l'avoir gardé en dehors de sa semaine de vacances pour ne jamais porter l'équipement, pour ne jamais être habillé. Seul Québécois là, qui aurait pu jouer dans ce tournoi.